La belle-mère coupa ses magnifiques tresses par pure jalousie, mais elle ne savait pas qu'avec cet acte de cruauté, elle forgeait en réalité la couronne d'une reine. Dans un petit village africain vibrant, vivait une jeune fille nommée Lulu, dont la beauté semblait avoir été tissée par le soleil lui-même. Son plus grand trésor étaient ses longues et épaisses tresses noires, un héritage vivant de l'amour de sa mère. Chaque soir, en peignant les cheveux de sa fille, sa mère lui murmurait la leçon qui deviendrait l'encre de Lulu. « Ma chérie, ta beauté est ta lumière, mais ton cœur sera toujours ta véritable couronne. » C'était la berceuse de son âme, une mélodie d'amour et de sagesse qui la berçait dans un monde qui, jusqu'alors, ne connaissait que la douceur et la chaleur d'une étreinte maternelle. Mais le bonheur parfois est une saison brève. Une maladie implacable emporta la mère de Lulu, laissant derrière elle un silence dévastateur et un vide que son père, un homme au bon cœur, mais à l'esprit faible, ne parvint pas à combler seul. Il se remaria, faisant entrer dans la maison Neyoka, une femme au cœur aussi froid que sa langue était acérée, et sa fille, Tamina, de 5 ans sa cadette, est déjà passée maître dans l'art de l'arrogance et de la paresse. Du jour au lendemain, le monde de Lulu s'effondra. La maison qui avait été son foyer devint sa prison, et elle, la fille aimée, fut transformée en servante. Ses mains délicates, autrefois habituées à la caresse des cheveux, ne connaissaient plus que le poids des corvées et la douleur de la fatigue, tandis qu'elle regardait sa nouvelle famille dévorer la nourriture qu'elle préparait elle-même, l'estomac gargouillant de faim. La cruauté de Neyoka était un art pratiqué quotidiennement, avec des coups précis qui visaient l'âme de Lulu. Un soir, après avoir frotté la dernière assiette jusqu'à ce qu'elle brille, la faim lui rongeant les entrailles, Lulu s'approcha de sa belle-mère, les yeux embués d'épuisement et de besoin. « Tante Neyoka, j'ai tout terminé. Puis-je manger maintenant ?» Sa voix était un fil d'espoir. Neyoka la regarda avec le mépris de quelqu'un qui observe un insecte, ses lèvres se courbant en un sourire glacial. « Cette nourriture est pour ma Tamina. Si tu as faim, la cour est grande. Va chercher quelques racines à mâcher. » Humiliée, Lulu se retira en silence, trouvant réconfort dans un morceau de pain rassis, qu'elle mangea seule sous le regard compatissant des étoiles. Là, dans la solitude de la nuit, elle pleurait doucement, ses larmes se mêlant à la poussière du sol, tandis qu'elle murmurait la question qui hantait ses jours. « Maman, pourquoi m'as-tu laissé dans ce désert de froideur ?» Alors que tout dans sa vie lui était enlevé, une forteresse subsistait, ses cheveux. Tard dans la nuit, quand la maison dormait, Lulu s'asseyait devant un miroir fissuré et prenait soin de ses tresses avec une révérence sacrée. Ce n'était pas un acte de vanité, mais un rituel de mémoire, une conversation silencieuse avec sa mère. Chaque passage du peigne était une façon de dire qu'elle était toujours là, que l'amour qui l'avait engendrée n'avait pas été complètement effacé. « Ils peuvent me prendre la nourriture, le repos, la dignité, » murmurait-elle à son reflet, « mais ils ne peuvent pas prendre ça. C'est la seule partie de toi que je peux encore toucher. » Elle ignorait que même ce sanctuaire intime était observé. Depuis l'entrebâillement de la porte, les yeux de Tamina brûlaient de jalousie, un sentiment hideux qu'elle rapporta bientôt à sa mère. « Pourquoi tout le monde la regarde? Je suis plus belle » se plaignait-elle, et Neyoka, nourrissant le monstre qu'elle avait créé, promettait « Ne t'inquiète pas, ma fille, je te garantis que Lulu n'aura jamais rien qui puisse te faire de l'ombre. » Les années passèrent, et la beauté de Lulu s'épanouit au milieu du sol aride de sa tristesse, devenant une fleur tenace qui refusait de se faner. À 25, sa grâce était indéniable, une lumière que ni les vêtements usés ni la fatigue ne parvenaient à éteindre. Ce fut lors d'une de ces journées poussiéreuses et immuables qu'une voix rompit la monotonie du village, la voix du héros royal, sonnant comme un tonnerre de changement. « Écoutez tous !» clama-t-il. « Il y aura un grand bal au palais. Toutes les jeunes filles célibataires doivent s'y présenter, car le noble prince Obasi choisira son épouse parmi les présentes. » Pour les autres, c'était une nouvelle excitante. Pour Lulu, ce fut comme si le ciel lui-même s'ouvrait. Une étincelle d'espoir, longtemps endormie, embrasa sa poitrine. L'image de danser, d'être vue, de vivre une unique nuit de rêve, la propulsa dans une course désespérée vers sa belle-mère, le cœur battant à tout rompre d'une question qu'elle n'osait plus poser depuis des années. Elle trouva Neyoka et Tamina sous le porche, la première se faisant les ongles, la seconde admirant son propre reflet. « Tante, Neyoka,
dit Lulu, le souffle court à cause de la course et de l'émotion. Vous avez entendu? Le bal? Puis-je y aller aussi? La réaction de Neyoka fut instantanée et volcanique. Son visage se tordit en un masque de fureur. Comment oses-tu avoir une telle pensée? Sa voix explosa, pleine de venin. Tu es une servante. La place d'une souillon est dans la cuisine, pas dans le salon d'un prince. Tamina éclata de rire, un son cruel et aigu. Regarde-moi, Lulu. Mon visage est fait pour la royauté. Le tien est fait pour laver la vaisselle. Mais quelque chose changea en Lulu ce jour-là. Au lieu de se recroqueviller, elle se redressa, la douleur dans ses yeux laissant place à une flamme de défi. « J'irai quand même », déclara-t-elle, la voix ferme. « J'ai aussi le droit de rêver. » L'audace de Lulu fut comme une torche allumée dans la poudrière qu'était le cœur de Neyoka. Cette nuit-là, alors que la maison gisait dans le silence, la belle-mère ne trouva pas le sommeil. Elle arpentait sa chambre, une lionne en cage, consumée par une haine aussi ancienne que sa propre jalousie. La simple possibilité que Lulu trouve une once de bonheur, qu'elle soit vue par quelqu'un d'important comme le prince, était une insulte insupportable à sa vanité et à l'avenir qu'elle avait méticuleusement planifié pour Tamina. Dans l'éclat des yeux de Lulu, Neyoka voyait le reflet de son propre esprit amer et raté. « Elle pense qu'elle peut me défier dans ma propre maison ?» siffla-t-elle dans l'obscurité, les mains serrées en poing. « Cette fille insolente n'ira nulle part. Je vais lui arracher ce rêve à la racine, quoi qu'il en coûte. » Au même instant, à quelques mètres de là, dans une petite chambre simple, Lulu était également éveillée, mais son cœur flottait sur un océan d'espoir. La dure réalité de sa vie semblait lointaine, éclipsée par l'image scintillante du bal royal. Elle s'imaginait portant une belle robe, tourbillonnant dans la salle au son de la musique, se sentant libre et heureuse pour une seule nuit. Ce n'était pas l'idée de conquérir un prince qui la motivait, mais le droit de se sentir comme n'importe quelle autre jeune fille de son âge. S'accrochant à une petite photo usée de sa mère, elle murmura une promesse à la femme souriante sur le portrait « Je n'abandonnerai pas, maman. Je te rendrai fière. » Elle ignorait, dans son innocence, que les ténèbres qui habitaient, sous le même toit, avaient déjà commencé à tisser une toile cruelle, conçue pour capturer et détruire son plus beau rêve. Le jour précédant le bal, une joie tenace animait les mouvements de Lulu. Elle nettoyait la maison et préparait la nourriture avec un sourire aux lèvres, le cœur réchauffé par la promesse de la nuit suivante. Cependant, Neyoka, percevant ce bonheur, transforma la journée en une épreuve de résistance. Chaque tâche était suivie d'une autre, plus ardue et plus humiliante. « Lave à nouveau ses vêtements. Ils ne sont pas assez propres. » criait-elle, sa voix résonnant dans la maison. « Oui, ma tante » répondait doucement Lulu, le corps endolori, mais l'esprit toujours concentré sur son rêve. À la fin de la journée, épuisée au point de pouvoir à peine tenir debout, elle s'accorda un moment de triomphe silencieux, se murmurant « J'ai réussi. Maintenant, rien ne peut m'arrêter. » D'un coin sombre de la pièce, les yeux froids de Neyoka l'observaient, et un murmure venimeux s'échappa de ses lèvres. « Tu crois avoir déjà gagné, petite sotte? La nuit n'est pas encore terminée. » L'épuisement eut raison d'elle, et Lulu s'endormit profondément, d'un sommeil sans rêve, lourd comme une pierre. C'est dans ce silence, sous la lumière d'une pleine lune, qui semblait être un témoin indifférent, que la porte de sa chambre s'ouvrit sans un bruit. Neyoka entra, se déplaçant comme une ombre, le visage illuminé d'un sourire pervers. Dans sa main, l'acier d'une grande paire de ciseaux de couture brillait sinistrement. Elle s'approcha du lit, le cœur battant non de nervosité, mais de la pulsation froide de la vengeance. Avec une délicatesse terrible, elle souleva les magnifiques tresses de Lulu, l'héritage sacré de sa mère. Le son du métal coupant les mèches épaisses fut un murmure aigu dans le calme de la nuit. Clic, clic, clic. Mèche après mèche, les tresses tombèrent sur le sol, inertes. Quand elle eut terminé, la tête de Lulu était complètement rasée. Neyoka rit doucement, un son sans joie, et se pencha pour murmurer « Maintenant, danse, ma chérie. Danse pour le prince avec ta nouvelle couronne. » La lumière du matin, qui aurait dû être porteuse d'espoir, se révéla la messagère de l'horreur. Lulu se réveilla lentement, et son premier geste, un acte instinctif de porter la main à sa tête, rencontra le vide. Là où auraient dû se trouver ses tresses épaisses et familières, il n'y avait que la peau lisse et étrange de son crâne. La confusion initiale fit place à la panique, et un cri aigu, plein de douleur et d'incrédulité, déchira le silence de la maison.
Elle sauta du lit et vit éparpillé sur le sol comme un trésor profané ce qu'il restait de son identité, de sa dernière connexion avec sa mère. « Mes cheveux !» sanglota-t-elle en tombant à genoux. Qui a fait ça? Pourquoi? De la porte, la silhouette de Neyoka apparut, un sourire de pur triomphe sur ses lèvres. « Tu ne voulais pas aller au bal, Lulu? Vas-y maintenant. Montre à tous ta beauté. Laisse le prince voir la reine. Chauve que tu es !» La méchanceté dans sa voix fut le coup de grâce pour le cœur brisé de Lulu. Là, sur le sol froid, entouré des débris de son rêve, Lulu ressentit une douleur si profonde qu'il lui sembla que son âme se brisait. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque jour de faim et de fatigue culmina dans ce moment d'anéantissement total. Les larmes coulaient librement, un fleuve de désespoir. Et c'est alors, au plus profond de sa douleur, qu'une voix douce, presque un écho lointain, traversa le bruit de sa souffrance. C'était la voix de sa mère, claire comme le jour. « Ta beauté est ta lumière, mais ton cœur sera toujours ta véritable couronne. » La phrase la frappa comme un éclair. Lentement, les sanglots cessèrent. Elle releva la tête et le reflet qu'elle vit dans le miroir fissuré n'était pas celui d'une victime, mais d'une survivante. Les mains encore tremblantes, elle s'essuya le visage et se leva, ses yeux fixés sur ceux de Neyoka. « Vous avez pris mes cheveux. » Sa voix était un murmure, mais chargé du poids de l'acier. « Mais vous ne pourrez jamais toucher mon cœur. » Avec une dignité qui laissa Neyoka paralysée de surprise, Lulu prit un simple foulard, se couvrit soigneusement la tête et quitta la maison qui avait été son foyer, non pas comme une fugitive, mais comme une femme animée d'un but. Elle courut à travers les rues en terre du village, ignorant les regards curieux, jusqu'à arriver à la porte de la petite maison accueillante de sa meilleure amie Amina. Quand la porte s'ouvrit, la forteresse que Lulu avait construite autour de son cœur céda un instant. « Amina !» murmura-t-elle, la voix brisée, avant de s'effondrer en sanglots contenus dans les bras de son amie. Elle les a coupés. Mes cheveux, elle me les a pris. Amina ne posa pas de questions. Elle la serra simplement fort contre elle, ressentant la douleur de Lulu comme si c'était la sienne. « Entre, ma sœur, dit-elle, la voix féroce de loyauté. Les cheveux repoussent. Un cœur mauvais comme le sien pourrit pour toujours. Ce soir, tu ne te cacheras pas. Tu vas briller. » Dans la petite chambre d'Amina, qui sentait les herbes et les tissus, la magie de l'amitié commença son œuvre de guérison. Amina ouvrit un vieux coffre en bois et en sortit une robe d'un bleu si profond qu'elle semblait avoir été teinte avec le ciel nocturne lui-même. « Je l'ai cousue il y a des mois, » avoua Amina, les yeux brillants. « Je rêvais que tu la porterais un jour spécial. Il semble que ce jour soit arrivé. » Lulu enfila la tenue, et le tissu doux sur sa peau fut comme un baume. Ensuite, Amina lui tendit un second foulard, complètement différent du premier. Celui-ci était en soie, parsemé de petites pierres étincelantes qui scintillaient comme des étoiles. « Couvre ta tête avec ceci, » l'instruisit Amina avec la sagesse d'une reine. « Non pour cacher ta blessure, mais pour couronner ton courage. » En se regardant dans le miroir, Lulu ne vit pas une jeune fille chauve et humiliée. Elle vit une guerrière, une reine. L'arrivée au palais fut comme entrer dans un autre univers, un monde tissé de lumière dorée, de musique vibrante et d'une mer de robes colorées. Des dizaines de jeunes filles magnifiques défilaient dans la salle, leurs rires sonnant comme des cloches, chacune un joyau rivalisant pour le regard du prince. Un instant, le cœur de Lulu vacilla, une vague de peur menaçant de noyer son courage fraîchement retrouvé. Mais alors, elle toucha le foulard sur sa tête, sentant le poids réconfortant des pierres, et les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit comme un hymne de guerre. « Ton cœur est ta couronne. » Le dos droit et le menton relevé, elle entra. Le murmure de la salle diminua. Tous les yeux se tournèrent vers la silhouette en bleu roi, dont la beauté était indéniable, mais dont l'aura de mystère et de force était absolument captivante. Personne ne savait qui elle était, mais tous sentirent qu'ils étaient en présence de quelqu'un d'extraordinaire. De l'autre côté de la salle, sur son trône, le prince Obasi observait la scène avec un ennui poli. Il voyait des sourires répétés, une beauté superficielle et une ambition à peine déguisée. Son cœur aspirait à quelque chose de vrai, une âme qui brillerait de sa propre lumière. Et puis il la vit. Lulu ne ressemblait à aucune autre. Il y avait une histoire dans ses yeux, une résilience dans sa posture qui l'attira comme un aimant. Il ne vit pas une tête couverte. Il vit une femme couronnée de courage. Ignorant les dizaines de regards pleins d'espoir,
Le prince descendit de son trône et traversa la salle, son chemin singulier et direct vers elle. « Madame, dit-il, la voix chaude et respectueuse, votre présence illumine cette salle. M'accorderiez-vous l'honneur de cette danse ?» En la prenant dans ses bras, il se pencha et murmura « J'ignore quelle est votre histoire, mais votre courage brille plus fort que tous les joyaux en ce lieu. La magie du moment, cependant, était destinée à être brisée. Des ombres de la foule, où bouillonnaient la jalousie et la haine, une voix stridente déchira l'air. C'est une fraude, une usurpatrice. C'était Neyoka, bousculant les gens, avec Tamina dans son sillage, leur visage tordu en un masque de fureur. Elle s'arrêta devant le couple, un doigt tremblant et accusateur pointé sur Lulu. « Ne vous laissez pas abuser par cette apparence, Altesse. Sous ce foulard, elle n'a rien. Elle est chauve. Une monstruosité qui n'est pas digne d'être ici. » La foule retint son souffle à l'unisson. La salle, autrefois remplie de musique, était maintenant dominée par un silence choqué et cruel. Les yeux de Lulu s'emplirent de larmes, et son premier instinct fut de se recroqueviller. L'humiliation qu'elle avait tant combattue menaçant de la noyer devant tout le royaume. Mais le prince Obasi ne lâcha pas sa main. Au contraire, il la serra plus fort, devenant une ancre dans sa tempête de peur. Il regarda Neyoka et Tamina, non avec la curiosité d'un juge, mais avec le mépris d'un roi pour quelque chose de vil. Sa voix, quand il parla, était calme, mais tranchante comme du verre. « J'en ai assez entendu. » Puis, il se tourna vers la cour et leva la main de Lulu bien haut, un geste de possession et de fierté. « Ce soir, je ne cherchais pas une belle chevelure, car cela, le temps peut le voler. Je cherchais un cœur courageux, car cela, même la plus cruelle des paires de ciseaux ne peut le couper. Et je l'ai trouvé. » Ses yeux revinrent vers Lulu, chaleureux et pleins d'une admiration infinie. Devant tous, il s'agenouilla, le prince devant la servante. « Lulu, me feriez-vous l'honneur de devenir mon épouse, ma partenaire et ma reine ?» Les larmes qui coulèrent sur le visage de Lulu cette fois étaient de pure joie, une pluie de printemps qui lavait des années de douleur. Avec un sourire qui éclipsa toutes les lumières du palais, elle dit le « oui » qui scella son destin et redéfinit celui d'un royaume. La foule éclata en applaudissements, non seulement pour un mariage royal, mais pour le triomphe de la justice et de la bonté dont tous avaient été témoins. Au milieu de la célébration, Neyoka sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le choc de sa défaite totale fut un coup physique. Son corps trembla violemment et elle s'effondra sur le sol en marbre, une reine détrônée par son propre venin. Tamina, à ses côtés, pleurait, non de remords, mais de la frustration enfantine de celle qui perd un jeu, comprenant enfin que dans le monde réel, la beauté du visage ne valait rien sans une âme pour l'illuminer. Elles ne furent pas expulsées. Elles furent simplement oubliées, rendues insignifiantes par la lumière qu'elles avaient tenté d'éteindre. Quelques jours plus tard, le jour de son couronnement, Lulu monta sur le trône. Elle ne portait pas de perruque pour cacher sa tête. À la place, le magnifique foulard d'Amina était artistiquement enroulé. Et par-dessus, le prince Obasi posa la couronne d'or. Cela devint un double symbole de son pouvoir. À ses côtés, Amina pleurait de fierté, occupant une place d'honneur à la cour. Quand Lulu se leva pour parler, sa voix était claire et résonnait d'une autorité née non du pouvoir, mais de l'expérience. « Mes amis, mon peuple, » commença-t-elle. « Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas pour une beauté qui peut être coupée et volée, mais pour quelque chose que personne ne peut enlever. » Elle regarda la foule, son regard croisant ceux des jeunes filles. « Ma mère m'a appris que le cœur est la véritable couronne. Aujourd'hui, je comprends. La vraie beauté ne réside pas dans ce qui pousse sur nos têtes, mais dans ce qui fleurit dans nos âmes. Le courage, la bonté et la force de se relever, peu importe combien de fois on nous fait tomber. » Le premier acte de Lulu en tant que reine résonna dans tous les villages et toutes les villes. Le foulard de Lulu devint un emblème d'honneur. Les jeunes filles qui cachaient autrefois leurs cicatrices, les femmes qui luttaient contre la maladie, toutes se mirent à porter le foulard avec un sourire radieux, transformant ce que la société pouvait voir comme une faiblesse en un étendard de force indomptable. De loin, dans une vie d'insignifiance silencieuse, Neyoka et Tamina assistèrent à l'épanouissement du royaume sous le commandement de la femme qu'elles avaient tenté de détruire, apprenant la leçon la plus amère de toutes, que la beauté qu'elles haïssent chérissait en était en réalité la plus fragile des possessions.
Et ainsi l'histoire de Lulu fut racontée de génération en génération, un conte moral intemporel qui enseignait à tous que la véritable royauté n'est pas héritée par le sang, mais forgée dans le cœur. C'est le courage de transformer la douleur en pouvoir, la bonté en un héritage et, par-dessus tout, la sagesse de comprendre que, si une couronne d'or peut être enlevée, la couronne invisible de la dignité et de la force intérieure ne peut jamais être volée.